dans un confort total, la chaleur de son corps, dans le mouvement, dans le dernier trimestre, il est à l'étroit, puis il y a plein de bruit. Alors, et ça, il perd ce changement de lit-là, il le perd instantanément à la naissance. Bonjour les parents! Alors, de nouveau, un nouvel épisode, hein, de nouveau un nouvel, c'est vrai que c'est nouveau, un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo, percevoir Dodo au-delà des stratégies, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes transitions de lit. Alors, il n'y en a pas juste une transition, il y en a plusieurs, plusieurs, il n'y en a pas 20, mais il y en a quelques-unes. Donc, Ouais, hein? je savais pas qu'il y en avait plus qu'une. Ouais, plus qu'une. Il y en a plus qu'une, ça c'est certain. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, j'accompagne les familles depuis près de 25 ans à permettre aux enfants de mieux dormir, puis aux parents, aussi d'en profiter par défaut. Mhm. Moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel parce que la relation, c'est ma plus grande passion. Je pense que de plus en plus, ça fleurit à l'intérieur de moi que j'aimerais ça faire du coaching familial. Familial? Ouais, à un moment donné, pour les dynamiques vraiment familiales. Oui, oui. Ouais. Intéressant. Ça fleurit, là, tout ça. Ça fleurit tout ça à l'intérieur de toi. Ouais. Intéressant. Alors, les différentes transitions de lit. Alors, le premier lit du bébé, tu sais lequel, Karen? Le bedon de la maman dans sa... T'es donc ben bon! T'es donc ben bon! Je fais les liens entre ces choses quand même. Et ça, on l'oublie, le premier lit du bébé, le premier endroit, parce qu'on dit lit, le premier endroit où l'enfant dort, c'est dans le ventre de sa mère. Puis, à quoi il ressemble ce lit-là? Ah, il est chaud. C'est comme si toutes mes cellules s'en rappelaient de mon premier lit. Ouais, c'est pour ça que ça a été tellement instinctif. Ben oui, je pense que ouais. OK. Mais c'est chaud. C'était sécuritaire quand même. Ouais. OK. Ouais. Je pense que j'aimais ça. Tu parles bien le ventre dans mon ventre à moi, là, quand t'étais là. C'est pas ce que j'ai. C'était pas sécuritaire. OK. Ouais. Non, mais je veux dire, je pensais pas que tes cellules pouvaient se rappeler de ça consciemment. Ben, moi, je fais confiance à mon ressenti, là. Mais oui, vraiment. OK. C'était chaud, c'était douillet. J'étais pas en danger. OK. Ouais, c'est comme tout était providé. C'est vrai tout le quand temps. t'es dans un mode de agréable et un mode de plaisir pendant ce temps-là, mais les éléments particuliers du premier lit du bébé, OK, qui est le ventre de maman, c'est qu'il est à l'étroit. Ben, c'est ça. C'est drôle, ça, le manque d'espace, c'est pas que ça me stressait pas. Non? Maintenant, aujourd'hui, manquer d'espace, j'aime l'espace, mais dans ton ventre, c'était OK. OK, c'est ça. Et moi, c'était pas OK dans le ventre de Oui, ma c'est mère. ça. Je me sentis pas assez de place pour avoir fait un travail là-dessus. Hein, ça nous vient pas comme ça. En tout cas, moi, je suis moins connectée que toi. Là. J'ai fait un travail pour renouer avec ça parce que c'est important pour moi. Puis moi, j'avais pas assez d'espace pour aujourd'hui. Là, que j'ai toujours besoin de place. Mon appartement, j'ai pas beaucoup de déco dedans. Il y a beaucoup d'espace pour circuler. Ouais, c'est vraiment associé. Mais là, on revient. Là, on revient parce que là, ça m'a surpris que ta façon dont tu es rentrée en matière là-dedans. Alors, c'est vraiment, le bébé est à l'étroit, il est dans le mouvement. Ouh, hein, oui. Oui, il est dans le mouvement parce que maman, elle bouge. Il est aussi dans beaucoup de bruit, parce que ça paraît pas, mais le battement cardiaque, le péristaltisme du côlon, l'afflux sanguin. C'est intéressant. Ça fait beaucoup de bruit dans le ventre de la maman, ça. C'est comme du bruit blanc, là. Moi, un bruit blanc continuel, là, mais moi, j'aime pas le bruit blanc. Fait que pour moi, ça serait un chaos total. S'il fallait que j'entende tout ça à ce jour, aujourd'hui, là, moi, je pourrais pas dormir là-dedans. Mais tous les bébés dorment très bien dans le bruit, justement, à la naissance, parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans le premier environnement de sommeil de bébé. OK. Et le dernier... Mais ça doit être chaud aussi. Oui, chaud, oui, 37 degrés chaud, mais ça, j'en parle moins. Okay. En fait, on a dit à l'étroit, dans le mouvement, plein de bruit et bar open. Et bar open, for sure. C'est ça. Alors, le bébé ne ressent pas la faim, donc il est dans un confort total, la chaleur de son corps, dans le mouvement, dans le dernier trimestre, il est à l'étroit, puis il y a plein de bruit. Alors, et ça, il perd ce changement de lit-là, il le perd instantanément à la naissance. Ouf, ouais. Ouf. Ouais.
Je pense que c'est une épreuve autant pour la mère que l'enfant. Là. Ah ouais, les deux. L'accouchement. L'accouchement, on vit pas les mêmes affaires. Ah non. Mais c'est quelque chose. Fait que là, il perd tous ses points repères quand il vient au monde. Et c'est pour ça que on dit aux parents de reproduire des conditions intra-utérines. Alors, pour reproduire à l'étroit, on va l'amailloter, on va l'avoir dans nos bras, on va faire du portage, on va être en poussette, on va être dans la coquille de transport. Alors, tout ça reproduit est à l'étroit. On va l'allaiter souvent, là. Non, mais non, attends une minute, là, je pense. Ah, OK, tu vas plus vite que moi. OK, là. OK, excuse-moi. Alors, c'est ça. Fait que là, il est à l'étroit. Alors, dans le mouvement, ben là, c'est sûr que le portage, ça reproduit et à l'étroit et dans le mouvement. Mais c'est pour ça aussi qu'on les swing tout le temps. Les swing tout le temps. Écoute, je donne des conférences parents-enfants, là, puis le bébé, il est bien tranquille. Des fois, il dort, le parent, il swing. Là, Quand même, de façon spontanée. Là, c'est fou, hein? Ah, c'est fou parce que on le sent bien que quand puis il se vend des sièges qui ça s'appelle des bouncers, là, maintenant. OK. Tu donnes un petit coup là-dessus, puis ça bounce pendant un petit bout de temps, là, OK, où l'enfant va se retrouver dans un mouvement. Il y a les gros ballons bleus aussi où les parents vont endormir leur bébé. Tu sais, les gros ballons de yoga, les gros ballons, alors les parents s'assoient là-dessus, puis ils vont se swinger, puis ils ont le bébé dans les bras. Alors, pour représenter le mouvement, il y en a qui vont danser, monter des escaliers. Toi, ton père, il dansait avec toi dans tes bras. Tu t'en rappelles, tu étais plus vieille aussi, mais tu as toujours aimé ça. Ouais. Alors, ça va représenter le mouvement. Donc, puis là, on a le gros bruit. Ben, ça peut être un bruit blanc, un bruit rose, un bruit brun. On a déjà... je sais pas si j'ai déjà fait un balado là-dessus. Mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, hein? Oui. On a déjà touché au bruit. Mais juste le bébé collé contre la mère, ben, il entend le cœur, le battement de cœur. Puis aussi la voix. Oui. Ouais, la voix de la mère qui attendait de l'autre côté, la voix du père. Là, qui reconnaît quand même certains sons. La musique aussi, il y a de plus en plus de parents qui mettent de la musique sur le ventre apaisante. Puis de leur style à eux aussi, c'est ça. Donc, des berceuses. Alors, puis que l'enfant va retrouver donc le 4e trimestre qui est à la naissance, les 3 premiers mois à la naissance, où on va reproduire ces conditions-là. Puis quand tu disais allaiter souvent, c'est qu'ils se font dire généralement à la maternité, on nourrit à la demande. OK. Alors, nourrir à la demande, c'est qu'au moindre pleur de ton bébé, comme il a tout perdu son confort, OK, ben on prétend que c'est en lien avec l'alimentation, il vit l'inconfort de l'alimentation. Donc, quand il pleure, tu le nourris à la demande. Ça serait comme le seul inconfort qu'il ressentirait vu qu'on recrée les conditions intra-utérines. C'est ça. Right. Tu sais, c'est ça. On s'arrange pour qu'il soit au chaud. On s'arrange pour que... Qu'il soit à l'étroit. Dans le mouvement. Puis qu'il y ait du bruit blanc. Puis là, quand tu dis, j'ai tout reproduit ça, lequel qui reste, c'est qu'il a faim. Ouais. Alors, à ce moment-là, on va le nourrir. Mais est-ce que ça veut dire que si on fait tout ça, que mon bébé ne va jamais pleurer? Ben non, c'est ça. Mais on est tellement, tellement, tellement impuissants. Quand ça arrive. Tu sais, je repensais à ça là, dans le dernier balado, tu parlais de tout puissant puis de impuissant. Là. Là, je me dis, mon Dieu, pourquoi on pense, nous les parents, qu'on est tout puissant? Veux-tu même dire pourquoi on pense ça? Mais c'est pas conscient. Non, c'est pas conscient. C'est pas conscient, puis on se retrouve après ça impuissant parce que on n'est pas tout puissant. Mais en réalité, on est juste normal. Ouais, on fait ce qu'on peut au sens où c'est ça. C'est normal. Ça fait partie de la vie de ressentir des émotions qui sont challengeantes. C'est ça. Fait que dès qu'on est, la vie nous reçoit dans toutes ses possibilités. Puis là, c'est sûr qu'un bébé va pleurer. Surtout si c'est dans le plaisir des plaisirs. À la que là, écoute, il a froid, il vient à la naissance, il a froid. il était dans l'eau, là, il va être au sec tout le temps. Dans l'air, c'est ça. Dans l'air, la lumière. Écoute, il y a énormément d'adaptation. Ben oui, mon Dieu. Puis, j'ai jamais entendu, puis là, écoute, je fais une petite blague avec ça, mais j'ai jamais entendu un adulte qui dit, moi, je fais une thérapie parce que ma naissance, ça a été vraiment épouvantable. Là, alors, tu sais, tout ce chaos-là à la naissance, souvent, les parents, on oublie que le bébé a une capacité d'adaptation. Ce qui fait que quand on a d'autres changements de lit qui lui demandent encore une adaptation, il va y arriver. Oui, parce que le changement de lit le plus drastique pour le bébé, c'est la naissance. Hey, puis on n'en parle pas jamais. Ouais. Puis je vais te dire, là, moi, je me mets quelques petites notes, là, puis je savais pas où je partirais. Puis quand je t'ai demandé ça, ça m'est venu tout de suite. Le premier lit du bébé, c'est le bedon de la maman. T'étais à la même place que moi. Oui, my God. C'est bon, c'est bon. Alors, ceci dit, là, après ça, les parents vont vouloir trouver
vraiment un environnement de sommeil qui va répondre au plaisir du bébé pour l'activité dodo. Ben oui. Et c'est là où on a les Snuggle Me. Toi, tu connais pas ça, un Snuggle Me, là. C'est ça. Alors, c'est un petit coussin, vraiment, qui est fait avec des rebords tout le tour, que tu déposes le bébé, puis il sent tout le tour de lui, au pied, à la tête, ses côtés, comme s'il était à l'étroit. Et il y a beaucoup de parents qui se servent de ça pour faire du cododo. Alors, parce que quand tu tournes dans le lit, ben, tu le ressens. OK? Fait que là, tu n'as pas de danger. Fait que la peur d'écraser ton enfant est comme... C'est ça, est comme limitée. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas permis par Santé Canada, c'est pas permis par l'Académie américaine et canadienne de pédiatrie, mais notre but, c'est pas d'analyser ce qui est permis ou pas, là. C'est de parler des différents changements de lit. Chaque parent a sa responsabilité là-dedans, chacun y va comme il le sent, là. Alors, fait que là, souvent, il y a le Snuggle Me parce que le bébé, il est à l'étroit là-dedans. Alors, il y en a qui mettent ça dans le Moïse. Le Moïse, c'est le premier petit lit tout mignon qu'on a, qui est pas rattaché au lit du parent, qui a ses 4 côtés, qui est souvent sur des roulettes. Non, c'est pas un lit à barreaux, là. Pas encore, C'est ça. C'est comme, parce que en France, souvent, ils appellent ça des berceaux, le lit à barreaux. Puis nous, le Moïse, on appelle ça un berceau, le plus petit lit, parce que ça berce. OK, tu peux bercer ça. Tu peux, tu sais, t'es à côté, tu mets une main dessus. Le bébé te voit pas, souvent, c'est pas, t'as pas de barreaux, là. C'est vraiment complet. J'aurais dû te donner une image pour que tu vois ce que c'est. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est un très petit lit qui fait que le bébé, quand il tire les bras, il touche sur chaque côté. Fait que le bébé se sent vraiment à l'étroit. Sauf que le Moïse, ben, ça a une fin. Le Snuggle Me, il y en a pas pour enfants de 3 ans. OK? À un moment donné, puis là, j'exagère, 3 ans, là. Alors, à un moment donné, arrive où le Moïse n'est plus sécuritaire. Le bébé a pris du poids, il est trop grand. Alors, puis il touche au côté, sauf que le bébé apprécie dormir là-dedans. C'est comme l'emmaillotement. On va emmailloter les bébés, mais passé 2-3 mois, faut commencer à lousser un peu pour qu'il ait les bras libres. Aujourd'hui, ils vendent des emmaillotements avec les bras comme un bébé qui dort, là, donc sur le côté. Puis, tu sais, c'est comme le bébé, ses bras bougent plus, là. Il est emmailloté, pas les bras sur lui, mais les bras faits pour dormir, là, OK? C'est fou tout ce qu'ils ont inventé. Alors, puis là, ben, il y a des lits à barreaux qui bercent maintenant, il y a des lits à barreaux qui vibrent, qui reproduisent des conditions intra-utérines, mais à un moment donné, on peut pas toujours les garder. Non. Alors, quand ça devient, le bébé est trop à l'étroit, même s'il aime ça, on n'a pas le choix, à un moment donné, de le faire migrer vers un endroit un petit peu plus grand pour son développement à ce moment-là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant rendu là? Ben, c'est la gestion de l'espace autour de lui. Oui. Tu sais, ça commence. Moi, j'avais pas idée que ça commençait déjà là. Tu sais, c'est autant sur la piste cyclable quand on fait du vélo en famille que dans que à l'épicerie, que dans le panier, que dans la famille, whatever. C'est ça. C'est important d'apprendre à gérer l'espace qui est autour de soi. Quand même, c'est sûr que ça doit être déstabilisant. Quand avant, il y avait pas ça. Non. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace, c'est ça. Puis là, ben, cet espace-là, chez nos relationnels, c'est perçu comme vraiment désagréable. C'est clair. Oh my God. Aïe, c'est tellement vrai. C'est ça. Alors, le relationnel ne tolère pas que de l'espace s'installe entre lui et sa mère, donc son premier lit. C'est ça. Tandis que le solitaire, puis on en a parlé à apprécier à table, on en a parlé à l'épisode 5, là, à la saison 1, épisode 5, si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les personnalités des bébés et des enfants. Et puis là, ben le solitaire, lui, des fois, il repousse sa mère. C'est sûr. En voulant dire, j'ai besoin d'espace. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, le lit en fait partie. Alors, c'est sûr que ton bébé relationnel, les changements de lit, c'est pénible pour lui. Hey, ça fait tellement de sens. Là, parce que même jusque dans les relations, pour un relationnel, quand il y a de l'espace dans la relation, ça peut être insécurisant. Fait que là, je me dis que ben, les petits bébés relationnels qui changent de lit, où il y a plus d'espace, ben c'est aussi insécurisant. Mais en fait, ce qu'on doit leur apprendre, c'est que c'est plus désagréable. Oui, c'est ça. C'est désagréable. Ils sont en sécurité. Oui. Ils sont en sécurité. Et qu'est-ce qui aide à ce que l'enfant se sente en sécurité? Ben, c'est comment le parent réagit. Oui. Qu'est-ce que le parent ressent? Je pense que de plus en plus,
Ouais, mettre l'accent là-dessus, là. Le parent qui vit de l'insécurité à changer son enfant de lit, ben l'enfant ressent l'insécurité et ça devient désagréable pour lui. Ben oui, Parce encore que, plus. Mettons, plus parce que là, on est au changement de lit le Moïse, le Snuggle Me, l'emmaillotement, où à un moment donné, on peut prendre un parc ou un lit parapluie. Ouais. Ou est-ce que ça, c'est un peu plus grand? C'est la moitié d'un lit à barreaux, mais c'est la même largeur qu'un lit à barreaux. Donc, le bébé ne touche plus aux côtés. Puis, il y a des bébés qui bougent tellement, OK, qui vont aller s'accoter sur le côté du lit à barreaux. OK. Pour ressentir encore nos plus relationnels, bien entendu. Oui. Puis là, les parents sont là, mais il est mal, il est pogné dans un coin. Non, il aime ça! Tu sais, il bouge de lui-même, c'est même pas tout à fait conscient des fois. Il est tout petit, là, il y a 3-4 mois, puis il va se tasser, puis il va aller se retrouver sur un côté du lavabo. Ah, je trouve ça tellement beau. C'est ça. Ouais. Fait que là, on a le parc, hein. Si, des fois, on peut mettre ça même au pied du lit, tu veux le garder dans ta chambre. Le Moïse, il y a les lits cododo, hein, qui sont sur 3 côtés, où est-ce que le bébé a son matelas à lui, qui n'est pas dans le lit. Alors ça, c'est les lits cododo. C'est sûr qu'on suggère toujours d'être co-chambreur, donc l'enfant a son lit 4 côtés et le parc, le lit parapluie, reproduit ça. Donc, tu vas le mettre au pied du lit. Il te voit pas. S'il y a 4, 5, 6, 7 mois, tu veux le garder plus longtemps. S'il te voit, c'est difficile de comprendre pour lui pourquoi il est pas avec toi. Ça dépend après ça de son tempérament, de son mode de fonctionnement. C'est ça. S'il est plus relationnel, puis kinesthésique, c'est d'autant plus difficile de voir l'être aimé puis de pas être collé dessus. Alors, s'il est au pied du lit, puis le lit est assez haut puis qu'il vous voit pas, ben c'est excellent. Et on en arrive au lit à barreaux. Alors, quand on change le bébé du parc au lit à barreaux... C'est la dernière étape, le lit à barreaux. Non. Ah, ben, OK, après ça, il y a le lit sans barreaux. Ben oui, le lit de transition, il y a le lit simple, il y a le lit superposé. OK. Mon Dieu, hein? Qui aurait cru que ça aurait été un processus aussi grand? C'est ça, puis tu sais, puis ça vient impacter le sommeil, puis de différentes façons. Des fois, c'est l'enfant, dû à son tempérament, c'est difficile pour lui de se retrouver avec plus d'espace. Et là, ben, on peut passer du parc au lit à barreaux, puis souvent, les parents s'inquiètent en se disant, oui, mais là, je change encore de lit. Ouais, mais lui, il sait pas. Okay. Si tu prends, là, c'est sûr que dans le parc, t'as pas de drap, mais je dis aux parents, des fois, tu sais, si tu peux mettre une couverture de mousseline dans le fond, OK, parce qu'il n'y a pas de doudou avec lui, puis que tu mets la couverture de mousseline sur laquelle il dort d'habitude dans le fond de son lit à barreaux, ben lui, il sait pas qu'il est pas dans un parc parce qu'il touche pas aux 4 côtés. Okay. La couleur, la forme, il est trop petit pour accorder de l'importance à ça et savoir. Mais s'il y a quelques référents, faut qu'il soit plus vieux. Non, mais je veux dire, mettons, la couverture de mousseline. Ben, c'est l'odeur et la texture. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est quand même des référents. C'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors, il y a ces référents, qui est l'odeur et la texture du drap sur lequel il dort, ses pyjamas, l'odeur de ses pyjamas, la gigoteuse, parce que, à un moment donné, quand on le sort de l'emmaillotement, puis là, on veut pas qu'il ait froid, on veut pas mettre une couverture de mousseline ou une couverture plus lourde, plus épaisse, parce que tu veux pas que ça enroule dedans, c'est dangereux. La gigoteuse, la barboteuse, le sleep sack, c'est tous des mots différents pour présenter le même vêtement. Alors, c'est vraiment, on met ça par-dessus le pyjama ou l'été, on met ça par-dessus un body, tout simplement. Et l'enfant, ben, il est au chaud tout le temps. Okay. Et comment on fait pour savoir qu'il est au chaud? Ses pieds. Il faut que ses pieds, là, derrière de son cou, soient au chaud. Quand tu le sors du sleep sack, tu le sais qu'il est chaud. Okay. Tu sais qu'il n'a pas eu froid, parce que s'il a eu froid, il dort pas bien. Okay. S'il a les mains fraîches, le goût du nez frais, c'est pas grave. Okay. Fait que là, on passe du parc au lit à barreaux, puis ça, c'est facile. Le parent qui dit, hey, moi, je fais une stratégie d'apprentissage à ce que mon bébé puisse développer des bonnes habitudes de sommeil dans un parc, je veux le transférer dans un lit à barreaux, pas de problème. Mais si je commence dans un Moïse et je veux le transférer dans le parc ou dans le lit à barreaux, au plus d'espace, des fois, il faut recommencer. Alors, les parents, c'est mieux de le mettre tout ça dans un lit un petit peu plus grand. Il vit déjà, c'est désagréable, il vit un inconfort. En faisant la stratégie, ben, peu importe laquelle, c'est pas le fun des fois, même si on contourne les pleurs, au lieu de les accompagner. C'est un défi pareil. Alors, ça fait pas de différence à ce moment-là. On est mieux de le faire dans un lit à barreaux ou un parc, même si c'est dans la chambre du parent. Souvent, on suggère au moins jusqu'à 6 mois. Puis, c'est-tu essentiel de garder le bébé dans son lit les 6 premiers mois? Parce que des parents là qui sont en détresse puis ils me disent, je lis partout, faut garder nos bébés 6 mois, même jusqu'à 1 an dans notre chambre. Moi, ça m'empêche de dormir. Mon bébé fait beaucoup de bruit quand il dort. Ben non, c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Non. Tu vas pas le sauver. Non. Parce qu'on a peur de la mort subite du nourrisson. Okay. Dans le lit doit être sécuritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matelas mou.
Il n'y a pas de matelas de fente, OK? Donc, la fente entre le lit côte au dos puis le lit du parent, ou des fois, le matelas est pas assez ajusté. J'ai vu ça récemment dans une famille où j'ai été, où le lit à barreaux, pas le lit à barreaux, le matelas ne remplissait pas tout l'espace. Oh, wow. Ben Fait que oui. ça, le pied peut coincer, le bras peut coincer. La tête peut tomber. Ouais, ben ça, c'était pas assez large pour ça, là, mais quand même, c'est pas sécuritaire, faut faire attention. Et souvent, pourquoi le bébé est dans la même chambre que son parent à la naissance? C'est pour favoriser l'allaitement. Favoriser qu'on entende son bébé pour pouvoir répondre à l'allaitement. Et si c'est au biberon, ben que papa puisse aller chauffer le biberon, donner le bébé à maman, maman va le nourrir dans le lit. Alors, on veut de la proximité pour faciliter l'alimentation nocturne, qui est là les premiers mois de vie, bien entendu. Les 3 premiers mois, oui. Plus que ça, des fois, ça dépend. Okay. C'est en 4 à 6 mois où le bébé, théoriquement, selon le poids, on en a parlé dans un autre balado, selon le poids où il aurait pu boire durant la nuit, qui est 11-12 heures de fille. Okay. Alors, la mort subite du nourrisson, que ton bébé soit dans ta chambre ou pas, ça ne fait pas de bruit. OK? Souvent, les parents sont là, non, mais il dort avec nous parce que pour la mort subite du nourrisson, puis oui, j'ai vu ça à des places, mais c'est physiologique, la mort subite du nourrisson. On n'en connaît même pas encore la cause. Et c'est pas parce qu'il t'entend respirer que tu vas éviter la mort subite du nourrisson. C'est un mythe. Alors, si c'était vrai, ben, les siestes aussi, il faudrait que le parent soit là. Et pourtant, les siestes, des fois, le bébé fait son dodo, puis le parent n'est pas dans la même pièce, en train de respirer normalement, comme quand tu dors. Et le bébé réussit à dormir pareil, là, Alors, ensuite, le prochain changement de vie. Après le lit à barreaux, c'est le lit de transition. Okay. Et toi, tu as eu un lit de transition. C'est quoi le lit de transition? C'est le format du matelas du lit à barreaux. Okay. Alors, soit c'est un lit à barreaux que tu enlèves le côté, que tu mets une petite barrière. Okay. Parce que l'enfant ne sait pas gérer son espace encore. Ou soit, comme nous, on avait fait pour toi, on t'avait acheté un beau petit lit qui était très bas de ça, puis on avait mis ton matelas de lit à barreaux dedans. Okay. Est-ce que tu es tombé en bas? Du lit à barreaux? Je me rappelle. Ben oui, t'es tombé. Oui, OK. Parce que nous, on n'a pas mis de barrière. Du lit sans barreaux. Du lit de transition. Oui, c'est ça. Parce que nous, on n'avait aucun côté qui avait des barreaux. C'est ça, sans barreaux. Sans barreaux. Alors, t'es tombé, puis c'était vraiment moche, notre affaire. On n'a pas pensé à ça. Mais vous voyez que je m'en porte très bien aujourd'hui. Ça t'a pas marqué. Non. C'est ça. Le lit était quand même bas, mais bon, t'es divine qu'on est mal quand ça arrive. Ouais. Alors là, on a pensé à mettre des coussins par terre. Parce que la façon dont ton petit lit était fait, on ne pouvait pas glisser. Parce qu'après ça, on s'est renseigné, évidemment, ton père et moi, puis on a vu qu'il y avait des côtés de lit qui existaient, qui faisaient en sorte que, tu sais, mettons à la moitié du lit, que tu pouvais rouler d'un bord et l'autre, que tu tombais pas, mais on n'avait pas ça. Okay. Alors, pourquoi le lit de transition? C'est qu'on veut apprendre à l'enfant à gérer son espace dans un petit espace. Parce que quand tu passes du lit à barreaux à un lit simple, l'espace est très grand. Ouais. Puis il y a certains enfants relationnels, je trouve ça un peu intense. C'est trop d'espace. Alors, si on n'a pas le choix, parce que votre lit ne se transforme pas, ben, on peut mettre des couvertures roulées chaque côté. Donc, l'enfant, ça réduit son espace. Et à ce moment-là, ben, il s'adapte à son nouveau lit. C'est là qu'arrive l'oreiller. OK. Alors, l'oreiller, la douillette, les couvertures. À quel âge, le lit de transition? Ben, c'est une bonne question, ben ça. Oui, c'est ça, parce que c'est le fun, mais y a-t-il un processus pour tout le monde de temps? De temps. Alors, c'est que tu as les lits Montessori aujourd'hui. Les lits Montessori, c'est vraiment un matelas au sol à partir de 9 mois. Et les enfants qui ne sont pas très moteurs, qui aiment bien dormir, ben c'est parfait. Mais les enfants qui sont très moteurs et qui n'aiment pas dormir, ben ils restent pas sur le matelas. OK. Ah, c'est pas pratique. Alors souvent, moi je dis aux parents, c'est une bonne idée, mais c'est trop tôt. Alors remets ton lait dans un lit à barreaux pour qu'il reste là. Sinon, le changement de lit, c'est 30 mois. Mais si tu vas lire sur plein de sites Internet... 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Alors souvent, on va te dire à partir de 18 mois. Le X, c'est que tu le sais pas d'avance parce que tu n'as pas le petit manuel. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets ton enfant dans un lit de transition? Il y a une liberté. Il peut se relever. Oui, wow, c'est okay. Ça. Alors, ben toi, soit tu as l'option de mettre une barrière de sécurité à l'entrée de la porte de chambre, ou tu gardes les deux quand tu peux. Tu gardes le lit de transition avec le lit à barreaux, mais des fois, c'est le même. Fait que des fois, je dis aux parents, ben prends le matelas, mets-les par terre, parce que là, tu veux faire la transition avec son lit à barreaux. Et là, si tu vois que ça va bien, il se relève pas, ben là, tu peux défaire un côté. Ouais. Mais si tu vas trop vite, puis que tu as tout défait la bassinette, puis que là, tu as un nouveau lit de transition et que ton enfant se relève, ben tu n'as pas la conséquence de dire, si tu mets tes pieds par terre, mon coco, je te remets dans ton lit à barreaux. Oui. Alors, la transition peut se faire comme ça aussi parce qu'on ne sait pas comment ça va aller. Alors que ce soit à 18 mois, à 20 mois ou à 30 mois, c'est préférable d'attendre 30 mois. Pourquoi?
parce que l'enfant a la capacité de comprendre dans l'expérience une conséquence différée. Okay. C'est-à-dire, je t'avise quand tu te couches que si tu te lèves durant la nuit, tu vas retourner dans ton lit à barreaux, ou sinon c'est la stratégie des petits pieds, où est-ce que on va fermer la porte de la barrière pour que tu sois limité dans tes déplacements. OK. Intéressant. Intéressant, c'est ça. Ouais. Alors, puis là, il y a ce changement de lit-là qui arrive, qu'on peut faire de façon transitionnelle aussi, là. Donc, on y va pas d'un coup. Tu prends le matelas, comme je le disais, tu le mets par terre. S'il met ses pieds en dehors du matelas, tu mets le matelas dans le lit à barreaux jusqu'au lendemain matin, tu réessayes le lendemain soir. Et des fois, dès la 3e journée, si ton enfant t'a vu qu'il avait tendance à se relever et à sortir de la pièce, c'est une façon de l'aider. Okay. C'est ça, de l'aider. Tout ça revient à observer ton enfant puis à comprendre c'est quoi la meilleure stratégie pour lui. Là. Alors, t'expérimentes à 18 mois, si tu veux. Moi, je trouve que c'est un peu trop tôt, mais il y a des parents qui le font à 18 mois. Toi, on le fait à 18 mois. Mm-hmm. Puis toi, tu t'es pas relevé. OK. Étonnamment, là. Ben oui. Avec moi comme maman, t'avais peut-être pas le choix. Non. C'est pas vrai. Non, mais tu m'as vraiment t'as soutenu rapidement mon autonomie au sommeil. Oui, c'est ça. Puis je t'ai permis, ton père voulait qu'on ait le petit lit. On veut tout le temps vous faire grandir plus vite que prévu, là. J'ai pas fait exception à la règle là-dedans. T'étais un petit peu jeune et t'étais super contente. On avait acheté la literie, t'avais participé à l'achat de la literie aussi, t'avais choisi dans les choix que je t'ai donnés, bien entendu. Oui, là. ça fait c'est ça, t'avais choisi. Puis t'avais ton toutou, ton doudou, ton père et tes petits toutous à marionnettes que ton père amusait beaucoup avec, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ben là, on peut l'expérimenter ou on peut attendre que le lit devienne non sécuritaire. Quand tu dis « Oh my God, il pourrait l'enjamber », c'est sûr que la gigoteuse est précieuse parce que tu peux pas enjamber avec une gigoteuse, mais le lit à barreaux est supposé toujours arriver en dessous du menton. Moi, je vais à domicile des fois et le lit à barreaux arrive en dessous des aisselles. C'est sûr. En dessous des aisselles, tu n'as pas besoin de lever la jambe, tu as juste à te soulever un peu puis tu glisses par-dessus. Mm-hmm. Et ça pourrait être dangereux, l'enfant pourrait basculer. Donc, très important que le lit soit sécuritaire. Alors, si j'ai un lit à barreaux, mon enfant qui est pas très haut, les 4 côtés sont pas très hauts, ou que mon enfant est plus grand que la moyenne, parfois le changement de lit arrive plus vite que prévu. Plus vite que prévu. Bon. Après ça arrive le lit simple. Okay. Bon, le lit simple, généralement, c'est après le lit de transition. Si ça s'est bien passé puis que l'enfant gère bien son espace, il est pas tombé en bas. Alors, quand tu arrives au lit simple, il est plus haut. Ouais. Alors, généralement, là, à partir de 30 mois, l'enfant peut descendre et monter de son lit. Si c'est difficile, parce qu'il y a la propreté qui va s'en venir. Des fois, on met un petit step. L'enfant peut monter et descendre, aller à la toilette quand il est propre durant la nuit, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. Et il y a beaucoup de parents qui me demandent les lits superposés, à quel âge pour le lit d'en haut? Et on suggère pas avant 6 ans pour les lits superposés, pour celui qui va dormir. Ben, ça fait du sens. En haut, c'est ça. Et le plus grand piège dans le changement de lit, entre la bassinette, le lit à barreaux, et pas le lit de transition, mais le lit simple, le lit double, c'est quoi le plus grand piège? Sais-tu? Hormis le fait que l'enfant va se relever? Non. Le parent va s'étendre dans le lit de l'enfant pour faire l'histoire. C'est tentant, tu rentres dedans, il est de ta grandeur. Tu parles de lit simple. Le lit simple, le lit double. Il y a beaucoup d'enfants qui passent du lit de transition au lit double. Ben oui. Et à ce moment-là, bien, c'est un piège que de s'étendre. L'histoire devrait toujours être lue à l'extérieur du livre. Quand ton enfant est malade. Du livre. Ah, à l'extérieur du lit. Du lit. Ah, ouais. Oui, parce que si tu lis, après ça, l'enfant, il veut que tu restes, une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire. Fait que toi, quand tu lisais ton histoire, t'étais à l'extérieur du lit? Tout le temps, je n'étais jamais dans ton lit. Ah, ouais. Il y a une fois, j'ai dormi avec toi. Quand j'étais malade. Quand t'étais malade. Ah, c'est OK, la nuance, c'est quand même importante. Ben oui. Ouais. Puis même quand t'es malade, je le suggère pas. Moi, je l'ai fait avec toi une seule fois, mais il y a un prêt à payer, là. Ben oui, c'est qu'après, mais là, pourquoi tu restes pas avec moi? Ben oui, puis tu réalises pas que c'est parce que t'étais malade que j'ai fait ça. Ouais. Fait que, puis il y a même des enfants qui sont là, né cool, maman, né cool. Ouais, c'est ça. Mais tu venais quand je disais ça, ouais, là, c'est ça. Tu restais avec moi après, là. Alors, c'est important de pas investir son lit, ou du moins le moins souvent possible, quitte à mettre un matelas par terre, si on a besoin d'être près de son enfant quand il est malade, parce que du moment où tu investis son lit, que ce soit un relationnel ou un solitaire, c'est agréable. Ben oui.
de dormir collé contre ton parent. Puis si le parent aime ça, il n'y en a pas de problème, OK? Mais quand tu dis, ouais, mais là, antibiotique terminé, j'aimerais ça qu'il reprenne ses bonnes habitudes, ben le défi il est grand, plus grand si on investit son aide. Ah, c'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant. Alors, on retrouve dans le livre, parce qu'il y a tellement de petits éléments qu'on ne peut pas passer au travers de tous les petits éléments, dans le livre Sommeil, la boîte à outils aux éditions de Mortagne, vous allez voir le changement de lit. Le plus important, c'est vraiment du lit à barreaux au lit de transition ou au lit simple où l'enfant peut se relever. Ça génère beaucoup de difficultés. Donc, la stratégie des petits pieds est expliquée là-dedans. C'est sûr qu'on va ramener son enfant le plus souvent possible, mais chez certains enfants, cette liberté-là, et my God, c'est vécu comme un plaisir immense et ça peut causer beaucoup de soucis aux parents en soirée, durant la nuit, au petit matin, puis ça fait qu'il n'y a plus personne qui dort bien. On aime ça, la liberté. Oui, on aime ça, la liberté, mais durant la nuit, la meilleure liberté, c'est de se laisser aller au sommeil. Non, je sais, mais au sens où je peux comprendre. Oui. Ça peut être un challenge. Toi, t'étais dans la peau de l'enfant, moi, j'étais dans la peau du parent. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui, donc on se voit la semaine prochaine. Bye bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.